Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, spéciale reprise, voilà. Il y a pas mal de monde qui va reprendre le travail. Parmi les gens qui vont reprendre, il y a des gens qui vont faire des burn-out, il y a des gens qui vont faire des dépressions. Il y a des gens qui savent qu'ils sont pas bien dans leur job aujourd'hui. Si vous savez que ça ne va pas au travail, n'attendez pas la catastrophe, n'attendez pas le crash, n'attendez pas de taper le mur du burn-out, n'attendez pas la dépression, n'attendez pas le brown-out, c'est-à-dire l'ennui profond qu'on peut connaître dans un travail qui ne nous convient plus, mais qu'on garde pour des raisons alimentaires. N'attendez pas que ça aille très très mal. C'est toujours plus compliqué d'aborder une reconversion avec quelqu'un qui a été abîmé par une situation, puisque le burn-out, par exemple, ça abîme le cerveau, on le sait. Il y a des dégâts cognitifs et des fois, il faut beaucoup de temps pour s'en remettre. Ça peut mettre 1 an, 2 ans. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, n'attendez pas de taper le mur, n'attendez pas la catastrophe. Si vous savez que ça ne va pas, ne restez pas dans cette situation. Ça sert à rien de se faire des films et de se dire dans sa tête, ça va aller, cette fois ça va aller, cette fois je vais pas laisser un tel me parler mal comme d'habitude. La pensée magique, l'espoir comme chaque année, ça ne marche pas. Donc voilà, protégez-vous. Si vraiment ça ne va pas, commencez à envisager un bilan de compétences, une transition pro, quelque chose pour changer votre réalité professionnelle, plutôt que de croire comme chaque année que cette année, ça ira mieux. Ça, c'est un optimisme qui peut être dangereux. J'ai vu passer récemment des citations à gauche, à droite, qui nous rappelaient pas sans pertinence, qui nous rappelaient que les gens se suicident par déception. Donc un espoir mal placé peut être dangereux. Je dis pas qu'il faut cesser d'espérer, je dis juste qu'il faut, si vraiment ça va pas, cesser surtout de s'illusionner et accepter que des fois, peut-être il va falloir avoir le courage. On a une première réaction de la part de Mathieu sur le burn-out. Bah oui, parce que moi, ça me fait énormément de peine, pour tout vous dire. Et je me dis, il y a des gens qui vont reprendre là, et parmi ces gens, il y a des gens qui vont faire des burn-out, il y a des gens qui vont faire des dépressions, il y a des gens qui vont rejoindre des situations professionnelles compliquées. Et mon message, c'était ne vous racontez pas d'histoire. Ça peut être difficile, mais ouvrez les yeux et acceptez le fait que peut-être il va falloir commencer une démarche de changement pour éviter d'arriver dans une situation dramatique. Voilà, il y a des professionnels spécialisés dans la reconversion comme moi qui sont là pour vous accompagner, vous aider, vous donner les clés que vous ne connaissez pas. Il existe énormément de ressources à votre disposition, des formations, des accompagnants, plein de choses. Donc ça mérite une petite investigation de votre part. Si vous sentez que vous êtes en fragilité, ne vous dites pas, alors ne soyez pas défaitiste et ne vous illusionnez pas non plus trop en pensant que cette fois ce sera différent. Des gens qui vous ont abîmé par le passé, il y a des chances qu'ils vous abîment dans le futur. Des structures qui vous ont abîmé par le passé, il y a des chances qu'elles vous abîment dans le futur. Qu'elles soient toxiques en elles-mêmes ou que ce soit juste quelque chose d'inadapté à vous. La toxicité, elle peut venir du fait que simplement c'est pas adapté à vous
et votre mode de fonctionnement, votre environnement professionnel. C'est pas forcément l'environnement qui, en soi, est toxique. On n'est pas tous faits pour faire tout type de travail et de métier. Voilà, donc c'est quelque chose qui a besoin d'être accepté et moi je vous invite à introspecter un petit peu. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Mathieu? Cela permet de sortir de sa zone de confort, le burn-out. Alors, un vrai burn-out, Mathieu, c'est pas juste un petit épuisement ou un ras-le-bol. Un vrai burn-out, c'est une pathologie qui peut amener des gens dans des situations de santé très graves avec des lésions qui peuvent être définitives. J'ai connu quelqu'un en burn-out qui avait fait mesurer par un psychiatre, en fait, après son burn-out, ses pertes cognitives. Et donc, c'est pas juste un petit ça va pas, je suis fatiguée ou je déprime pendant une semaine. Là, on avait du genre 30% de la mémoire qui était perdue, tu vois, les capacités de concentration qui avaient vraiment pris cher, et ça de manière durable. Il y a des gens qui mettent des années à se remettre d'un burn-out, il y a des gens qui développent des phobies, qui n'arrivent plus du tout à aller travailler après. J'ai connu des personnes qui n'ont pas repris le travail après un burn-out, et parce que c'est une comment dire, le cerveau, entre guillemets, burn, c'est pas pour rien, c'est brûlé, il crame. Voilà, faut se dire que c'est pas. Moi, j'en ai jamais fait. J'ai fait dans ma vie des petits épuisements professionnels et fort heureusement, quand j'ai senti que ma santé elle était vraiment en danger, je suis partie. Donc, voilà, j'ai démissionné plusieurs fois dans ma vie et je pense que ça a été à chaque fois salutaire parce qu'à chaque fois j'ai trouvé des situations professionnelles qui étaient mieux après qu'avant. Donc j'ai bien fait de partir. Quand je sentais que des gens essayaient de me faire tirer sur la corde ou abuser ou que moi-même j'étais prise dans des engrenages où je m'abîmais, simplement si j'arrivais pas à négocier des choses en interne, je suis partie. Je n'ai jamais, jamais, au grand jamais regretté. Par contre, si on arrive véritablement au burn-out, là, c'est un état pathologique. Tu vois, c'est un peu comme entre un petit épuisement professionnel, une fatigue professionnelle, un burn-out. C'est un peu la même différence que entre une déprime et une dépression, une vraie, une sévère. Je sais pas si tu as déjà fait une dépression, Mathieu, il y a 80% des gens dans leur vie qui connaissent un épisode dépressif. Une dépression, c'est quelque chose qui change, qui modifie ton fonctionnement biochimique, ton fonctionnement cérébral. C'est quelque chose de profond, de pathologique qui exige souvent une médication de transition. Donc ça, c'est vraiment au médecin de juger ça, médecin généraliste, psychiatre, mais en tout cas, une déprime n'est pas une dépression, une fatigue professionnelle n'est pas un burn-out, voilà, c'est ça que je voulais dire, et que j'ai connu des gens couchés, alités, incapables de se lever après un burn-out. Je vais essayer de te retrouver une image. Alors, ça a ses limites comme toutes les métaphores, mais si tu veux, c'est un peu comme si une batterie, toi qui es dans la tech et tout ça, ça a des chances de te parler. C'est comme si une batterie, tu lui mettais trop de jus et qu'elle cramait. Et alors nous, on est des êtres biologiques, on est en capacité de se restaurer dans une certaine mesure, mais voilà, on est allé trop loin, burn, tu vois? Ça a brûlé. Ça, c'est un burn-out. Donc sachez que c'est pas des risques à prendre à la légère. C'est pas forcément lié forcément au volume de temps, au volume de travail, puisqu'en fait, il y a des processus, mentaux qui sont pas forcément liés au temps de travail. Il y a des gens qui sont pris dans des dynamiques et des logiques où ils pensent tout le temps, en fait, à, leur travail, aux situations professionnelles, et ça utilise beaucoup de leur espace mental, de leur processus, cognitif, et en fait, ils peuvent se cramer comme ça, simplement en ce que d'autres considéraient un peu comme des ruminations. À partir du moment où tu dors plus parce que tu y penses tout le temps, où ça travaille en tâche de fond en permanence, il y a un risque de burn-out. Et même pour des gens où tu dis non, mais ça va, ils sont en temps partiel, on a réduit la durée de travail. Non, ça va pas parce qu'à l'intérieur, tu sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc, vous ne savez pas ce que vivent les gens, ne les jugez pas. Moi, je m'adresse à des personnes aujourd'hui qui se disent qu'elles sont peut-être en fragilité, qu'elles vont reprendre dans ces situations
qui sont problématiques et dangereuses. Et j'ai envie de vous dire, attention, si vous sentez que vous avez besoin d'amorcer une transition professionnelle, adressez-vous à des professionnels comme moi ou d'autres. On est plein, on a nos spécialités. Moi, par exemple, j'ai une spécialité qui me permet éventuellement d'adresser des futurs repreneurs d'entreprise, parce que quand on est un cadre en entreprise, qu'on a eu une belle carrière, etc., qu'on a fait du pilotage et tout, pourquoi pas se reconvertir dans de la reprise d'entreprise? Ça peut être magnifique. Il y a un tissu d'entreprise en France, de PME à reprendre, qui ne demande que ça des repreneurs. Avec TGIM, on les forme. J'accompagne aussi les gens qui ont des difficultés d'ordre émotionnel et qui essayent de les gérer. Parce que moi, je suis certifiée dans plusieurs types d'hypnose. J'ai appris l'EFT, j'ai appris des pratiques comme ça qui peuvent aider à la libération émotionnelle et à accompagner aussi des transitions où, voilà, c'est pas toujours facile. Et au niveau professionnel, et des fois avec la famille, etc., il faut jongler dans tous les cas. Et faire bouger un système dysfonctionnel, c'est se donner une chance d'aller mieux quand même, hein. Voilà, je ne dis pas qu'il faut forcément bouger dans tous les sens, c'est mieux d'être accompagné par quelqu'un de compétent, mais dans tous les cas, ne pas bouger, c'est se condamner à répéter et répéter encore ce qui nous abîme. Donc, clairement, besoin de me remotiver. Alors, une des clés de la motivation, c'est de retrouver une vision, une perspective qui soit considérée comme désirable. Parce qu'en fait, les problématiques de motivation sont souvent des problématiques de manque de désir, tu vois. Je n'arrive pas à projeter quelque chose qui me fasse suffisamment envie pour que je me mette en action. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où on n'apprend pas forcément à désirer. Enfin, on apprend à désirer peut-être des corps ou je sais pas quoi, ou des objets, société de consommation, mais désirer, voilà, des perspectives, des visions, aller sur une voie qui nous fait tellement envie que ça nous met naturellement en action. Une des clés de la motivation, c'est d'arriver à avoir une vision où on se dit: «Oh ça me fait vraiment envie. J'ai envie de devenir cette personne. J'ai envie, d'essayer ce cheminement professionnel. J'y vais» et tu vas voir que tout ton système, il va bouger. Donc si tu manques de motivation, c'est simplement que, tu as pas investi assez en termes de désir. Donc trouve quelque chose qui te fait vraiment envie. Cherche qu'est-ce qui te plaît vraiment dans le fond. Rencontre des gens, teste des trucs. Qu'est-ce qu'on a? Et avec les années, nous évoluons et notre métier d'hier peut ne plus être d'actualité. Alors, il y a la possibilité que ton métier d'hier ne soit plus d'actualité parce que l'environnement a changé. Je sais pas, tu faisais du graphisme, aujourd'hui il y a beaucoup d'IA, tu as plus trop de missions, l'extérieur a changé. Et aussi, il y a le fait que soit on change, évidemment, nos situations de vie changent. On n'était pas parents, on devient parents. On était célibataire et mobile, d'un coup, on est en couple. Tiens, on se retrouve avec un parent à aider, et puis d'un coup, on est un aidant. Ou alors, on a un peu fait le tour de quelque chose, et ce qui justement nous motivait, ce qui nous mettait en action auparavant, ne nous donne plus envie aujourd'hui parce qu'on l'a tellement fait, ou parce que la manière dont ça se pratique aujourd'hui ne nous convient plus du tout. J'ai connu par exemple en accompagnement quelqu'un qui travaillait pour la Poste et puis qui avait connu à l'époque les facteurs de l'ancien temps avec beaucoup de convivialité. On était reçus, des fois on nous payait un verre et tout. C'était un autre temps, c'était un autre monde. À l'époque, le métier de facteur était un autre métier. Aujourd'hui, c'est j'ai tes temps toujours plus, tes zones où tu dois amener le courrier. Maintenant, il faut rajouter des colis. Maintenant, on est sur du rendement. Et finalement, il n'y a plus vraiment de temps pour l'humain. Et cette personne, la manière d'être facteur aujourd'hui ne lui plaisait plus du tout par rapport à la manière d'être facteur hier. Voilà, donc il y a aussi tout ça qui peut rentrer en jeu, qui fait que un métier peut ne plus convenir. D'ailleurs, je pense qu'il est assez dangereux de s'enfermer dans une logique de métier. Je pense qu'il faut réfléchir activité. Pourquoi? Parce qu'un métier, c'est un corpus fixe, mais on voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément, j'ai envie de dire, fluide. En tout cas, un métier, la logique du métier, je vais faire un métier, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Voilà.
Moi, personnellement, j'ai plusieurs activités. Si un jour l'une de mes activités ne me plaît plus, je peux l'arrêter et en faire d'autres, tout simplement puisque je ne me suis pas enfermée dans une logique de métier. Et moi, je vous invite en fait à ouvrir votre champ des possibles en envisageant de ne plus rester enfermé forcément dans une logique de métier, mais plutôt vous dire quelles activités qui me plaisent ou quelle activité qui me plaît pourrait me permettre de gagner ma vie correctement en faisant quelque chose que j'aime. Tout simplement, voilà. Donc la logique du métier, le métier, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu passé. Voilà, je trouve que le métier, réfléchir avec ce mot-là, avec tout ce que ça embarque comme représentation, bah, aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu enfermant. Aujourd'hui, où tout va quand même vite au niveau de la technologie, au niveau des transitions de marché, et est-ce que réfléchir en termes de métier, c'est pas un petit peu voilà, plus de notre temps, plus de notre époque. Alors Patrick, qu'est-ce que tu nous dis? Personne ne devrait vendre sa santé pour de l'argent. Je suis d'accord. La santé, quand elle est perdue, c'est difficile de la recouvrer. Des fois, c'est impossible. Voilà. Moi, j'ai 42 ans, bientôt 43 ans. Je sais qu'on n'est pas. Je vis plus dans l'illusion qu'on peut avoir quand on a 18 ou 20 ans. On se sent un peu immortel, on prend des risques, etc. Bon, à mon âge, j'ai déjà beaucoup de gens autour de moi qui ont eu des blessures, des handicaps. Je vois bien qu'on ne peut pas se remettre de tout et que la santé, quand elle est perdue, quand il y a un déséquilibre ou quand on est abîmé, c'est compliqué de faire retour arrière. Plus on avance en âge, plus c'est compliqué de faire retour arrière. Donc effectivement, la santé, c'est une base. Et il y a la santé physique et il y a la santé mentale. L'avantage quelque part des problèmes de santé physique, c'est que la plupart du temps, quand ça va pas, ça se voit. On boite, on a des rougeurs, on a des, je sais pas, des boutons, ça se voit. Ok, on se casse un bras, ça se voit. Le problème de la santé nerveuse, mentale, psychologique, tout ce que vous voulez, bah, c'est que ça se voit pas quand ça va pas. Et il y a des gens, plein, on en connaît tous, des fois on le fait nous-mêmes, on l'a tous fait, bah, quand on nous dit ça va, pour évacuer la question, on répond ça va. C'est pas parce que quelqu'un vous dit ça va, t'es sûr ça va bien, oui, oui, ça va bien, c'est pas pour autant que c'est le cas. On ne sait pas ce que vivent les gens à l'intérieur, on ne sait pas ce que vivent les gens et dans leur vie pro et dans leur vie privée. Et voilà, donc aujourd'hui, on est dans un pays où bah, la prise en charge également de la santé, elle devient de plus en plus compliquée. Aujourd'hui, il est fréquent d'attendre, même quand on a une grave blessure, plus de 4 heures aux urgences. On est dans un pays où il y a des déserts médicaux désormais, où c'est parfois, voilà, moi je suis en Dordogne, je sais qu'il y a des territoires où c'est compliqué d'avoir un médecin traitant. J'ai ma mère à la retraite là, qui n'arrivent pas à trouver un médecin traitant. Il va falloir régler le problème d'une manière ou d'une autre. Donc, prenez soin de votre capital santé parce que si vous le perdez, c'est pas dit que vous puissiez le recouvrer. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas dit. Voilà, on n'est pas sur quelque chose qui forcément se répare, y compris mentalement. Je vous parlais tout à l'heure du burn-out. Et ben, quand je vous disais qu'il y avait des lésions, des dégâts, des pertes cognitives qui peuvent être définitives, c'est pas pour rigoler. C'est pour ça que je vous dis, et si vous sentez que ça va pas, bougez avant que ce soit la cata, bougez avant de vous abîmer définitivement. Alors il y a Mathieu qui nous disait, ça peut être une expérience qui nous fait sortir de la zone de confort. Oui, c'est un peu jouer avec le feu, quoi. C'est un peu comme apprendre à nager en se jetant dans l'eau en se jetant à la rivière sans savoir nager. Tu as une chanson où tu te noies, où effectivement tu apprends à faire le petit chien, mais moi je préfère qu'on apprenne à nager avec un maître nageur en conditions sécurisées quand même, tu vois Mathieu. Donc quitte à sortir de sa zone de confort, autant que ce soit pas en situation dramatique, voilà. Autant que ce soit pas en situation dramatique. Moi, je propose des bilans de compétences. Avec TGM, on propose des accompagnements à la reprise d'entreprise. Voilà, je travaille avec Orientation, on propose des coachings professionnels. Il y a plein de professionnels. Il y a des trucs
financé par CPF. Après, il y a aussi des ressources qui sont des petites ressources accessibles, voilà, des petits tests, des e-books, des choses, voilà. Dans tous les cas, explorer le champ des possibles, c'est souvent découvrir qu'il y a des solutions à son problème, en fait. Des fois, vous pensez qu'il n'y a pas de solution et finalement, vous vous abîmez. Et le problème de la souffrance, je vais vous dire, hein, surtout quand elle dure longtemps, c'est qu'on s'y habitue, voire qu'on se familiarise avec sa souffrance, c'est-à-dire que finalement ça devient quelque chose de connu, je dirais pas de confortable, mais ouais, de familier, d'habituel, donc quelque chose qui paradoxalement, même si on en souffre, rassure puisque c'est connu. Donc les gens, des fois que je reçois qui souffrent depuis longtemps, c'est un peu comme si la souffrance était devenue leur amie du quotidien qu'ils retrouvent chaque jour et sans laquelle ils seraient un peu perdus. On peut, je vais vous dire un truc un peu tabou, mais qui est vrai, on peut s'habituer à sa souffrance. On peut s'habituer à sa souffrance, on peut presque l'aimer parce que ça devient un peu une identité. Je suis cette personne qui souffre au travail, je suis cette personne qui s'en plaint, et le risque de ça, c'est que du coup, quand ça devient identitaire, on s'y accroche, on s'y attache. Et des fois, on voit des phénomènes de répétition avec des gens, on se dit, mais ça allait mal dans le précédent travail, cette personne a repris le même type de job, où on savait que ça se passait mal. Pourquoi? Des fois, vu de l'extérieur, on ne comprend pas. C'est des phénomènes d'attachement à ce à quoi on est exposé longtemps. Allez, je vais vous parler d'un truc un peu psychologique, mais quand on est exposé longtemps à quelque chose, en fait, il y a un biais humain de notre système d'attachement qui fait qu'on a tendance, en s'y familiarisant, à s'y attacher, même des choses un peu morbides, etc. D'un conjoint maltraitant à un autre conjoint maltraitant, on se dit mince, pourtant il y a des signes, il y avait de l'alcool, il y avait de l'impulsivité, pourquoi elle y est retournée? Parce qu'en fait, il y a la normalisation d'un fonctionnement qui est finalement pathogène et problématique, mais qui a été intégré comme familier. Voilà, la familiarité, on peut se familiariser avec des choses qui sont très nocives pour nous. Donc c'est pas parce que vous avez l'habitude de ce travail, c'est pas parce que vous avez l'habitude de cette personne, de ces personnes, que vous devez tolérer, accepter n'importe quoi. Bougez-vous, bougez-vous. Écrivez à des gens comme moi, écrivez, voilà, et manifestez-vous. Je vous promets qu'il y a une vie meilleure qui existe. Je vous promets qu'une fois qu'on rompt avec les fonctionnements qui sont problématiques, une fois qu'on saute le pas, on a fait 50% du travail.